On des oreilles, on a tout dit. Massif, c'est Spectre qui FBB pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va faire une spéciale interview avec le dancehall terroriste, a.k.a. lieutenant militant. Ça fait longtemps que tu es dans le game. Si tu veux dire là à peu près depuis combien de temps tu es dans le game? Game, on ne peut pas trop même. Ouais, la culture. On va pas être joué. Donc, franchement, mes premières scènes, c'était en 97. 97? 97, les petits pots de jump de quartier, tout Wow. ça. Et justement, avant même de rentrer dans tout ça, moi, le truc qui m'a toujours marqué, c'est que là, on vient de faire question pour ça. Moi, je te pose une question sur Bounty Killer. Parce que pour moi, lieutenant, Bounty Killer, c'est. Qu'est-ce que tu dirais? C'est ton idole, ton artiste préféré? Non, mon idole. Mais dans la musique, c'est quand même un mentor pour moi. Ok. Parce que c'est vraiment le que j'ai suivi par rapport au flow. Mais il faut dire, à part ça, l'histoire de Bounty Killer m'avait marqué quand même. Ok, d'accord. Son histoire par rapport au fait que c'était un jeune, il sortait de l'école, Ouais. et puis il tape en balle. Ouais, il a pris une balle dans une guerre de politique de gang, et puis à partir de ça, il a commencé à militer, et puis moi, étant donné que moi-même j'étais un gars j'avais des choses à dire, voilà quoi, ça correspondait. Ok, d'accord. Ouais. Et à quel âge tu choisis ce nom? J'avais quoi le nom de... Le lieutenant, à quel âge tu découvres Bounty Killer, tout ça? Bounty Killer, c'est vraiment par hasard. Hein. C'est un ami à moi qui avait ce CD. Ouais. Et j'avais pas grand chose comme musique. Mais par contre, j'avais une grande sœur qui chantait déjà, qui s'appelle Isis Majumba. Isis Majumba, c'est ta grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur. Okay, et à l'époque, elle faisait du dancehall, elle s'appelait Lady Flycy. Ok, d'accord. Donc, c'était l'époque où il y avait le Moklombo. Je sais pas. Ah ouais, non, j'ai bien entendu parler de ça. Le Moklombo, c'était un rassemblement où les jeunes se rassemblaient le mercredi. Ouais. C'était très populaire, c'était sur la place de la Savane justement. Okay. Et puis beaucoup d'artistes sont passés là, Metal Son, beaucoup de rappeurs. À cette époque, c'était plutôt le hip-hop qui menait. Okay. Le dancehall n'était pas vraiment ancré comme maintenant. Oh, c'est après que c'est venu du coup. C'est après que le reggae dancehall est venu avec Shabba Ranks et Buju Banton. Okay, et avant ça, les gens, il y avait beaucoup c'était très hip-hop à un moment donné. Il y avait beaucoup de danseurs. Et moi, je ne suivais pas ça. Avant, je n'étais pas du tout sur la musique urbaine, du tout. Ah ouais? Ouais, je faisais même un rejet. Donc, je n'étais pas sur ça. Tout me parlait de ça, il dit, ah bon, ok. Et qu'est-ce qui a fait le déclic du coup? En fait, déjà ma soeur, je la suivais un peu partout, lorsqu'elle faisait ses prestations avec l'homme d'Ac. Et ça me plaisait. Je voyais les artistes qui chantaient, ça me plaisait. Puis moi, je sortais aussi. Ouais. Moi, j'ai dit, bon, l'homme m'a sorti pour quand même. Ouais, bon, j'ai tout content, tu vois. Et puis, un jour, je crois qu'elle voulait arrêter. Je dis, mais non, n'arrête pas. Et puis moi, je voulais profiter encore de Et puis finalement, elle a continué. Et puis moi, je me suis lancé. Ok. Et puis, j'étais pas fort. Hein. J'étais carré. Mais j'ai lu. J'étais pas fort du tout. J'ai lu sur J'avais une petite voix. C'était pas ça du tout. Ah ouais, j'avais une petite voix. Pendant 2-3 ans, j'ai vraiment cherché, galéré. C'était pas ça du tout. Hein. Et à chaque fois, justement, vers 98, j'étais justement au Trinity Sound Studio. Et puis, je chantais quand même assez rapidement. Ok. Je faisais déjà du fast style quand même. Je m'affûtais dessus. Mais au début, lorsque c'était dans les cours d'école, c'était pas bon du tout. Donc, j'avoue que c'était pas bon. Et quand tu es allé au Trinity Sound Studio, ils vous donnaient des conseils? Là, ils ont commencé vraiment à nous dire, à nous donner de comment faire, les notes, tous ces trucs-là, parce qu'on n'était pas... C'était... Freestyle. Voilà quoi, oui. Et puis ensuite, pendant 2-3 ans, pareil, on observait, parce que à l'époque, il y avait RMTG qui répétait. RMTG, c'est le groupe avec qui vous avez fait beaucoup de lives, Silent Friends, tout ça. Voilà quoi.
Mais avant de faire l'album, on regardait comment il faisait, il répétait avec Wolfneck à l'époque. Ok. Et puis nous, on était là, on observait et puis on prenait des notes. Ok. On prenait des notes jusqu'à ce que le jour arrive pour qu'on puisse se poser. Et moi, c'est en 99 que j'ai posé sur l'album Spartan Friend. Hey, yo, opération coup de poing, façon hardcore. J'organise une réunion de son dans tous les ghettos. Je mets que tout le massif explose. Oh, opération coup de poing. Opération coup de poing. Et comment cette connexion-là se fait du coup? Le Trinity Sound Studio à l'époque, c'était quasiment le vaisseau mère. Ah, c'est là que tout le monde C'est là que tout le monde, Okay. ABM, Wolfneck, il y avait notre groupe Red Zone. Red Zone, tout le monde se retrouvait au Trinity Sound Studio et on répétait, il y avait des enregistrements et parfois c'était du live quoi. C'est là que certaines choses se préparaient en live. Ok, donc c'est là vraiment que tu as check Sport MC que vous avez fait. Oui, c'est même Silent Friend, c'est là que. Oui, c'est là. Je suis arrivé là, je me rappelle, je suis sorti à Montréal, je suis arrivé à vélo ici. Je suis arrivé, je dis est-ce que je peux m'essayer et c'est à l'époque c'est Freedom qui m'a ouvert les portes. Il m'a dit que bon venez, on va écouter ce que vous faites. Ok, donc c'était vraiment open, tu allais. Oui. Et on est venu, on a essayé, ils ont écouté. On n'a pas été rejetés, mais il y avait du travail à faire. À l'époque, il y avait aussi Mighty Met et Dantology qui faisaient aussi. Ok, au Trinity Sound Studio. Au Trinity Sound Studio, et puis on prenait note. Et du coup, il y avait aussi Lévi et Freedom. Lévi qui est le pianiste du coup. Le pianiste de RMTG. Et qui a fait pas mal de scripts pour Sahel, Silent Friends. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui manque aujourd'hui, ce genre de truc? Parce que tout le monde m'a dit on allait au Trinity Sound Studio, on apprenait, on prenait des notes, etc. Et là maintenant, les jeunes qui arrivent, tu vois, si, imagine, mon I30 m'en pas gêne encore, mais imagine, j'ai 19 ans, j'ai envie de chanter. J'ai envie que quelqu'un qui s'y connaît me donne des conseils, tu vois, où est-ce que je vais? C'est peut-être ce genre de truc qui manque. C'est un peu dommage parce que à l'époque, c'était vraiment pour préparer des jeunes artistes à donner un produit commercial. Ouais. C'était ça. Il fallait vraiment, tout en restant soi-même. Voilà, quoi. Mais il fallait quand même que ça passe en radio. Que ça puisse être sur un CD. Sur un CD, il fallait une qualité, il y avait il fallait respecter les notes de musique. Il y avait vraiment un travail. C'était un truc pour préparer le côté professionnel. C'est-à-dire que tu chantes en live. Voilà, quoi. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression, je trouve ça un peu dommage qu'on va en studio plus pour préparer le clip que... C'est vrai, maintenant c'est très à l'époque, visuel. Il y a aussi que les radios aussi qui ont amené qui a changé un peu la donne. À l'époque, on allait au studio pour préparer il y avait le clip aussi, clip et son, mais on préparait des shows live. On préparait la scène. C'était la scène qu'on préparait. Aujourd'hui, la scène est un peu mise de côté et on prépare plutôt les vêtements qu'on va mettre dans le clip. Je trouve ça un peu dommage. Et pour revenir à ce que tu disais, effectivement, il manque quand même une structure pour les jeunes à ce niveau-là. Mais il faut dire que le fait que les albums ne se vendent plus comme avant, il est vrai que tout a changé à ce niveau-là. Donc même les studios, tu n'as pas de big studios avec des gars qui sont là. C'est pas comme avant. Avant, il y avait un fonds, il y avait de l'argent pour préparer. Il y avait le temps passé en studio. C'était le temps. Il y avait un coût. Et tu rattrapais ça dans tes ventes d'albums. Tes passages en radio, maintenant c'est pas pareil. Et comment du coup, ils ont, je sais pas si tu sais, mais comment ils ont fondé le Trinity Sound Studio de base? Là, je sais pas. Parce que souvent je me demande d'où c'est parti cette initiative, parce que c'est des gars qui ont quand même permis à des gars, tu m'as dit ABM, Marco c'est un frère, Wolfneck et même Silent Friends. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Vous avez jamais eu. Mais il faut dire que c'est un groupe live en fait. Hein. De base, déjà c'est un groupe live. Ok. C'est des gars c'est des professionnels de musique. Voilà, quoi. C'était des gars qui voulaient bien faire les choses. Ouais, RMTG, vraiment. Et c'était avec les jeunes qui arrivaient. Nous, on est arrivés. Et puis, il y avait avant nous, il y a eu après nous. Mais malheureusement, vu que les ventes d'albums, les jeunes n'achètent plus d'albums, c'est plus pareil. Et justement, on parlait de Silent Friends, du coup, qui est une très, très grosse époque. Comment la sélection
c'est fait pour se dire qui est-ce qui sera dans Silent Friends. Déjà, tu connais ça avant Déjà, ça? voilà quoi, on va dire que réellement, que avant le studio, on avait déjà un groupe à Montgérald qui s'appelait Reggae Soldier. Reggae Soldiers. Yeah, bonne. Reggae Soldiers. Et c'est avec ce groupe-là qu'on parcourait les sound systems. Toi et Sahel. Non, il y avait ma soeur, il y avait Daona, un gars qui chante, peut-être que les gens vont voir si je chante. Il s'appelle Daona, il chante un son qui s'appelait Tout le monde s'exprime, c'est le sexe. Ah, je connais pas. Oui, c'était sur une compile. Ok. Ouais, c'était parmi les premiers vraiment dancehall commercial. Ouais, quoi. Et puis il y avait African Tea. Ok. Et puis les Soldis. Ah, vous étiez beaucoup dans le Oui, groupe, oui, quand on était moins 7, je crois. 7. même. Ok. Et puis finalement, au Trinity Studio, on s'est retrouvés que 2. Ah, vous êtes que 2 à avoir été au Trinity Sound Non, on a été tous, mais on avait. Chaque personne avait ses trucs à faire. Ouais. Vous étiez motivé. Moi, j'étais vraiment motivé, je voulais vraiment faire quelque chose. Je voulais pas rester que dans. Je voulais vraiment faire un truc, dans la musique, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette période Silent Friends qui a marqué? C'est vraiment le live. C'est vraiment RMTG, en gros. Ouais. RMTG, parce que c'est vraiment. Même avant Silent Friends, je chante avec RMTG, c'était vraiment. Voilà quoi, pour moi, cette musique-là, c'est une musique live, vraiment. Ok. Et c'est vraiment eux qui m'ont amené, qui m'ont apporté vraiment mon style. Ça m'a donné un côté de comment dire ça? La performance scénique, c'est vraiment eux. Ok. Ouais, quoi. Oui. C'est avec eux que vous C'est êtes avec entraîné ça, oui, ouais. oui. Et puis la preuve, aujourd'hui, lorsque tu vois un artiste comme Admiralty, c'est RMTG aussi, hein, à une époque, tu vois. Ok. C'était vraiment, on était vraiment des showman, quoi. Vraiment showman. Aujourd'hui, on le voit un peu moins, mais cette école-là, RMTG, nous a amené beaucoup de choses au niveau performance de la scène, quoi. Et à peu près combien de temps tu passes entre le début de ton entraînement, entre guillemets, et Silent Friends, du coup? Il y a combien d'années qui passent? Il y a, on va dire, 4-5 ans. Hein. Ah, donc c'est vraiment de l'entraînement, tu allais là à quelle 4-5 fréquence? ans. Et je pouvais aller 2 fois, pas toutes les semaines, mais parfois on ne répétait pas tout le temps. On allait prendre des notes, j'observais, parce qu'il y avait beaucoup de grands artistes qui venaient d'ici comme de là-bas, qui venaient là, puis on regardait. Parfois on rencontrait des Jamaïcains. Je me rappelle qu'on avait rencontré Théo Fabulous. Uno better show me Uno on all original Dayati gunman. Ok. Et qui répétait là, moi j'ai assisté, je regardais, je prenais des notes. Ah, tu vois, tu vois, donc il y a tout ça quoi. Oui. Donc tu as vraiment vu, par exemple, tu me parlais d'Admiralty, mais c'est pas ses débuts, mais les débuts de sa performance scénique, parce que Admiralty c'est l'un des meilleurs sur scène aux Antilles, même les Jamaïcains le voient, ils sont impressionnés. Et il a commencé du coup au Trinity Sound Studio. Avec RMTG. Ok. Avec RMTG, oui. RMTG. Et c'est eux qui lui ont expliqué, bon alors tu fais non, ça. Non, mais je sais pas, je sais que le côté live, je sais que RMTG l'a amené à apporter beaucoup de choses pour lui. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, après cette période Silent Friends qui vous a, entre guillemets, j'ai envie de dire starifié en Martinique, tu sais, est-ce qu'il y a un avant et un après Silent Friends? Carrément, surtout pour moi, parce que pour moi, oui. Moi, je n'étais pas épanoui dans Silent Friends. Hein. C'est Silent Friends, hein, n'oublie pas. Moi, j'étais présent dans Silent Friends, mais c'était pas encore, je m'étais pas vraiment, j'avais pas encore mis mon identité dans la musique. Ok. Et c'est vraiment quand j'ai fait ma mixtape, après Silent Friends, que j'ai commencé à vraiment montrer qui est Lieutenant. Ok. Ouais. Et ta mixtape qui est sortie quand même un petit moment après Silent Friends. Oui, quasiment un an. Quasiment un an. Mais après Silent Friends, j'ai voulu arrêter la musique. Hein. Et pourquoi tu as voulu arrêter la musique après? Parce que ça se passait pas comme je le voulais. Okay. Ouais, ça se passait pas comme je le voulais. Et puis j'avais un dégoût. Hein. Je pense que chaque artiste dans leur carrière passe par un moment comme ça. Hein. Je pense que beaucoup d'artistes ont voulu arrêter à un moment donné. Et moi, je me suis dit que bon, voilà quoi, bon, j'arrête. Et puis j'étais même déjà parti en France. Ok, ouais. J'étais parti en France. Mais avant que je parte, j'ai check DJ Concredi et DJ Gilles, qui n'étaient pas encore ceux qui sont aujourd'hui. Ok.
Et je me suis dit que bon, tant qu'à finir, il faut me finir en beauté, quoi. Ouais. Donc, à l'époque, je me rappelle que j'avais fait le son 9 mm. Ok. 9 mm, mais c'était surtout dans le quartier Volga que je chantais ce son-là. Ok. Et puis, les gens les gens de Volga appréciaient ce son-là. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 2 versions de ce son-là. Et il y a une version où les prisonniers de Ducos, à chaque fois, ils demandaient ce son-là à la radio. Ok. Donc, mon premier succès, on va vraiment dire que c'est les gars de Ducos. Les Ducos de la cité spéciale, du coup, qui disaient, ah ouais, qui poussaient ce son-là. Parce que c'est pas qu'il y a une version un peu par rap. Rap, oui. Cette version rap-là, les gens ont apprécié ça. Ils ont apprécié ça à Volga. Et moi, je venais d'arriver là aussi. Et là, j'ai check Mighty Met d'Anthologie. Ok. Et puis, c'était juste après Silent Friend. Ouais. Et comme je voulais terminer avec ça, donc je me dis que bon, je fais des dernières connexions. Et c'est ces dernières connexions-là qui ont marché. Qui ont reboosté le Quand truc. je suis parti en France, j'étais quasiment exilé à Valenciennes. Ouais. Les gens m'appellent pour me dire que tes sons passent en boîte. Écrase. Non seulement ça passe, mais ça écrase en boîte. Parce que moi, je me souviens. Je dis, attends, c'est pas possible, j'étais sur le point d'arrêter, j'entends comme ça. Je dis que là, à ce moment-là, je dis que bon, j'arrête pas. Et puis ça m'a encouragé, puis j'ai repris vraiment le chemin du studio. Parce que tu as fait 9 mm. Il y avait la version avec Byron. Quand même si Oui. C'est pas si c'est l'une des deux versions. Ça aussi, c'est un hasard. Ça, c'est la première version, c'est avec les gars de Volga. La deuxième version, c'est avec Byron. Et c'était un pur hasard. Parce que c'est un dubplate que je devais faire pour DJ Gilles. Pour Koularia, pour DJ Gilles. Et on a dit, bon, ok, on se lâche. Eh bien, on s'est lâché, et puis c'est sorti comme ça. Et puis j'ai lâché un fast tie. Le 9 mm. Et puis, c'est après avoir fait ça que j'ai réalisé au fait ce que j'avais fait. Donc c'est un hasard, c'est complètement hasard. C'était vraiment, on s'est lâché. Okay. Et c'est pour ça que les jeunes artistes, c'est important qu'il faut parfois il faut se lâcher aussi. Okay. Il faut se lâcher, il ne faut pas toujours être tendu en studio. Il faut savoir se lâcher. Et pour moi, ça a été le cas. Je me suis lâché et puis c'est sorti comme ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est un gros hit. Et puis le 9 mm, à La Réunion, en France, j'étais partout par avec ce son. Ouais. Et justement, comment tu as fait cette connexion avec Byron? Parce que Byron, c'est Saint-Luc. Oui, mais je te dis, c'est chez lui qu'on avait le dubplate. Ok, donc tu es allé faire chez Byron qu'on a fait ça, et puis on s'est lâché, puis on a fait ça. Comme quoi les infos. Parce que lui, il avait un son qui parlait de gun, moi aussi, donc on a uni le son, et puis on a fait un son finalement avec. Et ça a été et puis ça a marché, oui. Et ensuite, moi, c'est là que je t'ai redécouvert, parce que je te connaissais dans Silent Friends. Oui. Et c'est après que j'ai fait le rapprochement. Ah ouais, c'est lieutenant machin. À l'époque, une personne m'avait dit qu'il y avait un gars qui chantait comme moi. Parce qu'il me connaissait à l'époque de Silent Friends. Ouais. Il y a un gars qui chante comme moi. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, et puis il chante 9 mm. Là, ça m'a fait plaisir. Il dit, ouais, là, c'est que j'ai vraiment travaillé. Ouais, quand j'ai vraiment travaillé, que j'ai changé un cap. Et j'ai continué dans cette voie-là. Mais par contre, je tiens à souligner aussi à cette époque-là qu'il y avait un grand changement de le mouvement aussi. C'était les sons underground. Ouais. Voilà quoi. Internet, à ce moment-là, c'est Internet, tout ça. Les sons qui passent en voiture, c'était plus les sons de radio. Ok. Voilà quoi. Et on se rappelle tous d'un des sons de Mighty Met, qui à l'époque qui avait vraiment tourné, mais vraiment fort. Et moi, quand je les ai rejoints à Volga, donc on avait vraiment, c'était vraiment le mouvement underground, vraiment. Ouais, c'est clair. Et au fait, on se battait justement parce que le dégoût que j'avais au fait, c'était parce que ça ne passait pas, on était vus comme des extraterrestres. On n'avait pas le format. On n'avait pas le format. Puisqu'on n'a pas le format, on va faire notre format. Yeah, man. Voilà quoi, on va faire notre format
Et notre Kelly Sabouni. Effectivement. Après ça, on a commencé à charbonner. On était sérieux. Hein. Ouais. On s'entraînait. On chantait. Voilà quoi. Et puis, du même côté, en Guadeloupe, c'était pareil. Il y avait beaucoup de sons underground qui émergeaient. Les Washington, tous ces gars-là. Donc, il y avait vraiment une énergie underground qui a fait que même Chris et compagnie, l'underground a aidé beaucoup d'artistes et on a commencé à lâcher des sons comme ça. Il y a eu beaucoup de classiques d'ailleurs, on parlait de oui, mon papa et oui, j'ai le Fast Style avec Paille. Comment cette connexion-là se fait d'ailleurs, puisque Paille c'est un artiste qui était émergent à ce moment-là et qui est devenu un gros pilier du dancehall. Comment cette connexion se fait? Comment vous dites on va faire un Fast Style? On travaille avec Gilles, on travaille au même endroit. Ok, vous êtes check, vous êtes dit. Et ben, on était toujours avec Paille. À un moment donné, on a pensé à faire un Poncy. Hein. Ah ouais. Et oui. Ensuite, même avec Mighty Mad aussi, Mighty Mad d'anthologie là. On voulait faire un Poncy qui s'appelle Dead Terrorist. Ok, le vrai crew. Parce qu'on se retrouvait assez souvent pendant le carnaval sous la savane où il y avait des sons. Après le carnaval, il y avait souvent des sons sous la savane. Ok. Pendant des années, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés là. Hein. Beaucoup d'artistes. Hein. On venait, on chantait là. En tout cas, on a pris ça au sérieux. C'était underground, mais on l'a pris au sérieux. Et puis on a commencé à faire plein de choses. Donc, X-Men, Paille, tout le monde s'est engouffré dans le mouvement underground. Kalash après. C'était vraiment très fort à l'époque. Hein. C'est vrai que cette période, peut-être. Moi, j'ai Mighty aussi. Mighty Killa. 2006, 2008, en 2 ans, vous avez sorti énormément de sons. Et toi, surtout, tu as collaboré avec beaucoup de gens. Tu as fait un feat avec, on a dit Byron, Paille, tu as fait avec X-Men, tu as fait Tête à Claque. Il faut souligner aussi que les DJ étaient vraiment. En fait, on a fonctionné avec les DJ, en fait. Ok. On n'a pas fonctionné avec la radio, mais on a fonctionné avec les DJ. Et ensuite, les radios ont commencé à passer le son. C'est super intéressant parce que moi, ma génération, on a senti quand on a commencé à chanter, à essayer de faire des sons, machin, mais c'était des années après, peut-être 2011. On disait, les DJ ne jouent pas nos sons, il y a tout ce truc qui s'est fait. Et pourtant, nous, c'est avec les DJ, c'est avec les DJ, on a travaillé avec eux, les Widim, tout ça, quoi, oui. Et parfois, les DJ même nous donnaient des conseils, puisqu'ils sont toujours dans des boîtes, en train et voilà, quoi. Et tu sais, nous lorsqu'on est dans notre musique, tu sais, on est dans notre truc, tu vois, on ne voit pas, on n'est pas dans les soirées, on est dans nos musées, dans notre boutique, là, dans notre batco, tu vois, il fallait un DJ pour dire, par contre, tu sais, il y a ça. Il faut essayer de mettre le son comme ça, il fallait pas être trop rough, quoi, ouais. Et j'ai vu quand même pas mal d'artistes faire cette erreur-là. Moi, j'ai fait cette erreur-là. À un moment, j'étais vraiment trop dans le truc. Énervé, quoi. Et puis voilà, on m'a parlé, on m'a adouci. On dit, écoute, il y a ça, ok, c'est bien, mais il faut aussi de ça. Et puis on a mélangé tout ça, puis ça a donné des sons qu'on pouvait écouter un peu partout. Et après avoir fait tous ces classiques-là, donc tu as la période Silent Friends, ensuite tu as ta période, on va appeler ça underground, où vous avez vraiment fait beaucoup de classiques. Vous avez décidé de reformer un peu un crew. Oui, à l'époque, j'étais pas trop pour, parce qu'après l'époque de Silent Friends, je ne voulais pas trop faire de Poncy. Ok, parce que c'est compliqué à gérer. Oui, voilà, quoi. Et puis, pendant des années, j'étais pas. Ils avaient créé déjà Armada. J'étais pas dedans. J'étais pas dans Armada. Armada, c'était un truc d'organisation de studio, d'organisation, de spectacle, tout ça, quoi. Moi, je regardais de loin. J'étais là, moi, je faisais mes affaires. Et puis, je voyageais un peu aussi, j'étais pas tout le temps en Martinique. Et puis, pendant un moment, je crois, je ne suis pas sûr de tout, mais à un moment, j'ai vu que ça... Il n'y avait plus d'Armada, il y avait plus Armada. Donc, j'ai dit aux gars que, bon, ce que vous avez cherché à faire, c'est bien. Mais moi, j'ai toujours dit que chacun a sa place. Et nous, on fait de la musique. Moi, je chante. Voilà quoi. Donc, au lieu de faire une organisation avec le nom Armada, Saheli avait trouvé le nom. J'ai dit qu'on fait vaut mieux qu'on fasse un son. Voilà quoi. C'est comme ça que c'est parti aussi. Moi, c'est toujours musique. Moi, c'est toujours été comme ça. C'est musique. Il vaut mieux faire un son. Donc, avec le son Armada, il y avait le Badass Widim qui était sorti à l'époque, qui marchait fort.
J'ai dit qu'on va poser, j'avais déjà un refrain et tout ça. On dit qu'il vaut mieux qu'on fasse un truc sur ça. Donc c'est toi l'initiative de ce son-là en fait. Oui. Okay. Oui. Et puis on a testé. Vous avez recruté Sergent aussi. Oui, on a recruté Sergent. Et, de toute façon, on a toujours essayé d'aider des jeunes. Ouais. Moi, personnellement, j'ai été le complice de beaucoup d'artistes. Mm-hmm. J'ai été le complice de beaucoup d'artistes, le complice du succès de beaucoup d'artistes. Ouais. Et puis le Sergent, lui, c'est à la fête de Saint-Pierre que je l'avais rencontré. Et il m'a dit que ça s'appelait Sergent. Non, Sergent. Sergent. À l'époque, c'était un poste aussi. Ouais. Il y avait Sergent, il y avait Théoriste, il y avait Caporal. Oui, je me souviens, je les avais vus chantant son système. Oui, donc moi, ça me faisait plaisir de voir ça. Ça me faisait plaisir. Et puis, on travaillait avec lui. Okay. Mais moi, si je pouvais travailler avec tous les artistes, tous les jeunes artistes, on aurait fait. C'est vraiment faute de moyens. À l'époque, c'était vraiment faute de moyens. Et on ne pouvait pas prendre plusieurs personnes, puisqu'on c'était les artistes, c'était pas une maison de production. Hein. Souvent, parce que souvent, c'était pas une maison de production, c'était les artistes. Souvent, il y a cette question-là des jeunes, mais pourquoi ils nous aident pas, etc. Ouais, mais c'est des artistes comme c'est des artistes. Ouais. On n'est pas, c'est pas une maison de production, on n'a pas de studio, on n'a pas de marché, donc c'est vraiment avec notre argent de poche qu'on gérait tout. Et du coup, vous avez fait Armada, donc vous avez fait ce son-là, qui a eu un fort succès aussi. On a fait un deuxième aussi, ça s'appelle Armada Party. Ouais, avec mon album, oui. Tout à fait. Et je me souviens, vous deviez faire un show à l'Atrium. Alors, tu me corriges, vous deviez faire un show à l'Atrium, finalement, ça s'est pas fait. Et tout le temps, je pose cette question-là parce que je crois que vous deviez annoncer un autre artiste d'Armada à ce show-là. Oui, je vois, oui, c'est vrai. Et au final, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette story-là? Comme je t'ai dit, moi, c'est toujours été de la musique. Ouais. Et il y a un membre en particulier qui n'a pas voulu rester à sa place. Ouais. Je ne vais pas nommer son nom, mais il n'a pas voulu rester à sa place. Et ils ont voulu faire de l'organisation. Et pour moi c'était plutôt musique. Ouais. Et c'est ce qui a fait que le concert a été annulé. Du coup, on a quasiment arrêté. Et cette personne-là, pour des raisons mystiques que je ne comprends pas vraiment c'était quoi, mais c'est des trucs que je ne peux pas expliquer ouvertement, parce que ce n'est pas des trucs très catholiques. Voilà, quoi. Et puis j'ai continué avec le son, j'ai check Kalash. J'ai commencé à travailler avec Kalash. Propre-nous qui a été un gros hit. L'année d'après, on a fait ce hit-là et on a été récompensé à la SACEM aussi. Comment cette connexion se fait avec Kalash? Vous vous rencontrez en son système en studio? Où est-ce que vous vous rencontrez avec Kalash, si tu te rappelles? Déjà, une époque politique, Elvis aussi. Parfois, je faisais beaucoup de scènes. Ouais. Donc, j'amenais souvent Elvis. Au début, c'était Elvis. Ouais. J'amenais Elvis avec moi pour dire, ok, nous allons chanter là. Et puis, on allait faire ça et puis ils chantaient, tout ça, quoi. Tout le monde était content. Parfois, c'était Danto. Et puis, très souvent, j'amenais Kalash aussi. Et puis, on chantait, tout le monde chantait, Sergent chantait. Parce que moi, la musique a toujours été un partage, surtout la scène. La scène, pour moi, c'est un truc qui se partage. Ouais, quoi. Et je n'ai jamais été là, de dire, ouais, c'est moi qui l'a. J'ai toujours partagé la scène. Et c'est comme ça que la connexion avec Kalash s'est faite. Et du coup, vous avez enregistré Premier nous, c'est chez DJJ, je crois que vous l'avez enregistré. Oui. Et je crois que et ce son-là même, ça a failli ne pas faire ce que ça fait là, en fait. Parce que lorsqu'on avait proposé ce son-là, pas mal de personnes au début n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas. Je ne vais pas nommer, hein. Mais en tout cas. Mais je crois que Kalash lui-même a dit que ce son-là, il n'était pas. C'est la dernière minute il faut dire que DJ Gilles aussi, hein. Gilles nous a dit que, mais non, pas quitter sur ta tombée. Moi-même, j'avais déjà vu que le son allait marcher. Ah ouais, oui, moi, j'avais senti ça. Et à un moment donné, ils ont tellement dit que on avait amené ça aux radios, les radios n'ont pas passé ça tout de suite. Donc je me suis dit que bon, mais s'il ne passe pas, finalement, ils avaient raison. Ça n'a pas pris, ouais. Après ça, 8 mois après, ça a commencé à passer. Ah ouais, carrément 8 mois après, ouais. Oui. Et on a fait un clip. Et puis,
Voilà. Explosion, l'un des premiers clips qui a fait 1 million de vues. Oui, on a été les premiers à faire le million de vues aux Antilles, carrément. Premier tube de Kalash aussi, d'ailleurs. Oui. Et puis, voilà quoi. Vous êtes parti en tournée, on a pompiers fait nous pas mal de choses. Gado, Yaman, côté lieutenant, quand il met ses papas, il va nous bon force, il va nous bon courage, parce que par rapport à ça, nous faisons le tour du monde aller-retour. Alors, quand il merci. Qu'on les y bien. D'ailleurs, je voulais te poser la question, je lui ai posé la question dans son interview. Quand vous faites la scène à Saint-Louis, tu te rappelles de ça ou pas? Oui, quand il pèse le micro, parce que toi, tu es sur la scène à ce moment-là. Comment tu vis ça, ce moment-là? Au début, les gens pensaient que c'était moi. Ah, les gens pensaient que c'était toi? Ouais, c'était moi quoi. Et puis, parce qu'on avait. Tu sais, dans le dancehall, pour eux, les gens ont une voix similaire. Ouais, vous êtes tous les deux d'une grosse voix. Et puis nous, on est dans le même registre, on écoute le bout de Diki. Non, pas qu'à ce jour, tu t'es dit, c'est Molly, mais non, machin, ouais, et puis, ouais. Mais il n'empêche que, avant que ça dérape, c'était vraiment super. Ouais. Ah ouais. C'était vraiment super parce que c'est dommage qu'il y ait eu ça, mais les gens n'ont pas assez parlé du bon côté. Il y avait énormément de gens. Ah ouais, là, il y avait une ambiance terrible. Une ambiance terrible. C'est pour ça que ça crée un peu de frustration. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, la lumière, il y avait pas assez de temps, il y avait du retard. Mais les gens étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus nous voir aussi. Donc on avait envie de faire les choses bien. Tu vois? Ouais, tu comprends. Parfois, ça peut amener à des frustrations. Des frustrations. Et puis ça s'est terminé comme ça. Mais il faut dire qu'au début, on a commencé à chanter, les gens étaient déchaînés. Moi, je me souviens, j'étais là. Les gens étaient déchaînés. Voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais en tout cas, ça ne nous a pas empêché de continuer. Et puis on a fait d'autres choses. Vous avez fait des tours. C'est quoi ton plus beau souvenir sur scène après une telle carrière? Si on te dit ta plus grande scène, la première qui te vient en tête, ah ouais, je vais pas dire la plus grande scène. Ouais. Une des scènes qui m'a marqué, c'est dans une école. Ah ouais? Oui, dans une école, on m'a appelé pour chanter pour des enfants. Ok. Voilà, donc on a rassemblé tous les enfants dans la cour. Ouais. Quoi? Je dis bon, je vais chanter là. Donc j'ai fait une sélection de sons les plus gentils. Ouais, les plus passables, les plus friendly, ouais. Les plus gentils. Ah ouais, les enfants étaient en l'air. Ouais. Oh, ils étaient en train de sauter. Même les professions, tout ça, ils étaient en train, tout le monde était content. J'étais ému. Et c'est ça qui c'est cette scène-là qui t'a le plus. Il y a celle-là. Donc il y a aussi une autre, c'était celle de mon retour, au top 50. Oh, à Trinité. Ouais, à Trinité. Ouais. Dans mon retour, j'étais là-bas. J'étais presque en phase d'arrêter, je reviens, je remplis une boîte au rabot. Quand je suis arrivé, lorsqu'on m'a appelé pour chanter, il y a eu une explosion. Cette explosion-là, je pense que je suis resté peut-être 4-5 secondes comme ça. Tétanisé un peu, ouais. J'étais ému. Okay. J'étais ému parce que j'étais sur le point d'arrêter. Et voilà quoi. C'est pour ça que je dis aux jeunes artistes qu'il faut persévérer. Ouais, même si ça ne va pas, il y a moins de production, il y a moins de trucs. Il faut persévérer, il faut pas lâcher. Parce que moi, avant que je puisse être épanoui dans la musique, j'ai attendu au moins 10 ans. Ouais. Tu vois? T'es passé par différentes C'était 97 et pour moi, c'est vraiment 95, 96. Ouais. Tu vois? 10 ans. Donc, et même ton premier album, il a pris du temps pour sortir. J'ai pris du temps, oui, j'ai pris du temps. Donc faut pas. Et je me suis pris en main à un moment donné. Je me suis vraiment pris en main. Et donc il faut pas attendre sur les gens. Il faut foncer. Il faut pas attendre. Faut faire, ouais. Ouais quoi. Si vous sentez qu'on peut faire, et puis faut pas se décourager. Parce que moi j'étais à décourager, mais j'ai quand même rebondi. Et puis voilà quoi. Et justement, à cette période de Prends Pied Nous, il y a une grosse transition du dancehall qui s'est faite, parce que c'était le passage entre deux générations. Oui. Et du coup, ta génération, il y a eu peut-être un petit peu de résistance par rapport à tout ce qu'on appelle le chata, le machin. Et au début, tu étais un peu contre. Non, pas du tout. Regarde, déjà, regarde, on va le son geek. Yo kaye ki gigigig, se mange moun kompakit. La te yo entend la jazz, yo ki takou whip li fit man. Yo kaye ki gigigig. Yo kaye ki gigigig. Attends. Il faut pas oublier que c'est à PSK. Il faut pas oublier que c'est PSK qui a amené ça. Ouais. Faut pas oublier ça. La Volga, donc ouais. Ok, PSK.
c'est Dontology a fait les lettres de noblesse de ce style. Ouais. Tu vois quoi, c'est pas oublié, c'est toujours à Volga que ça se passe. Ouais. Tu vois, ensuite ça s'est répandu. Mais c'est PS qui a amené ce style et ça a pris d'autres formes. Ouais. Mais la naissance de ça, pour moi, je suis désolé, c'est PSK. Mais le truc, c'est qu'il y a une Ensuite, il y a beaucoup d'artistes sont venus après à Volga. Comment ça s'appelle, Saturne. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des notes et que ce style-là, avec une grosse basse, il y avait très peu de notes, mais avec une basse très en avant. Voilà quoi. Et moi, j'ai été séduit directement par ça. Parce que c'est pour ça que j'avais le son, j'ai posé direct le son Geek, c'était un peu, c'était presque ça, c'était par DJ Dan. Ouais. Ah, c'est DJ Dan, ouais. C'est toujours Volga, Charlan, DJ Dan et PSK. Ok. C'était le beau aussi, c'était eux qui travaillaient dans le studio à Volga. Ok? Ouais. Donc, faut pas oublier ça, quoi. Mais je sais pas si donc, cette époque-là, c'était vraiment ça me plaisait énormément et j'encourageais PSK de ce sens-là. Ok. Je l'encourageais. C'était très peu de notes, mais la basse était très en avant. C'était un nouveau dancehall qui était là. Et, mais moi, je ne faisais pas que ça, moi. Ouais. Voilà quoi. Moi, c'est le seul truc que je reproche, c'est de ne pas rester dedans. Ok. Voilà quoi. Ça me rappelle un peu le reggaeton. Tu vois, le reggaeton dans je ne sais pas dans quel pays, c'est une phase du dancehall qu'ils ont créé, le reggaeton. Ouais. Voilà. Mais moi, je respecte le reggaeton, respecte. C'est une phase du dancehall qu'ils ont pris, mais ici, il y a eu cette phase-là aussi, du chata, ce qu'on appelle deux notes, comme tu veux. C'est une phase du dancehall qui est là aussi. Ils l'ont pris, mais moi, je ne reste pas dedans. Je peux le faire, je peux sortir, faire du bogle. À une époque, c'était le bogle. Au moins, en Guyane, ils sont très bogle. C'est le bogle, ils ont leur truc, leur style, c'est le bogle. Voilà quoi. Voilà quoi. Moi, je serais à l'aise dans le bogle, dans le donut, dans le dancehall, dans le reggae, dans le trap, dans le crunk. À une époque aussi, c'était du crunk. C'était crunk, j'étais à l'aise sur le crunk. J'ai fait à l'époque, j'ai fait 2 sons qui ont marché sur du crunk. C'était mon papa, et nous, quand il pouvait battre, voilà quoi. Donc, voilà quoi. Donc, voilà quoi. Donc, je n'ai rien contre le jata. Voilà quoi. Donc, mais le seul truc, c'est d'essayer de rendre le truc professionnel. Je vais toujours dire ça. Toujours rendre le truc professionnel. Ok. Tu le fais, mais tu le fais bien. Ok. Voilà. C'est ça le truc. Ouais. Et maintenant qu'on a parlé de ton parcours qui est assez long, tu m'as dit que tu as peut-être une mixtape qui va arriver. Parle-nous de ton actualité, ton futur, qu'est-ce que tu sais par contre, j'ai quand même quelques singles qui vont sortir avant ça. Ouais. Donc je prépare un son avec Ridla, qui est sur un son préventif sur l'alcool. Ouais. Et j'ai sorti, ça fait pas longtemps, un son. Je crois que c'est tous les. J'ai sorti un son avec Sway. Ok. Aussi. Qu'on peut retrouver sur YouTube. Et j'ai sorti sur le Santor Widim aussi. J'ai sorti pas mal de trucs. T'as sorti un son qui s'appelle Tune Day Tune aussi. Et puis Tune Day Tune sur un dub de DJ Fab. Qui est quasiment un single pour commencer à parler de cette mixtape qui arrive, qui s'appelle le même nom. Tune Day Tune. Oui. Donc Tune Day Tune mixtape de lieutenant. Mixé, un truc mixé, les uns derrière les autres, pas track par track. Et puis c'est pour ça que j'ai nommé Tune Day Tune. Et puis ça, il y aura des sons, des anciens sons de moi et des nouveaux aussi. Ok. Oui. Au total, on a déjà rassemblé près de 150 sons. Ah ok, d'accord. Ce sera vraiment une grosse mixtape. Oui. En tout cas, on a fait on a retracé une grosse période de l'histoire avec Lieutenant, parce que c'était vraiment un pilier du dancehall depuis super longtemps. Silent Friends, Armada, les débuts de Kalash, etc., les débuts de Sergent, de plein d'artistes étaient dedans, donc ça fait super plaisir. On était à RBR. Merci de m'avoir invité aussi. Ah non, il n'y a pas de souci, c'est important, franchement, de garder, tu sais, parce que
ce genre d'interview-là, il y a des trucs que les gens ne savent pas que tu voulais arrêter, le charta, le machin. Donc, c'est vraiment super important que les gars comme toi prennent la parole et diffusent aux jeunes qui ne savent pas ce genre de trucs-là. Donc, big up, merci de nous avoir regardé, donnez-nous vos commentaires, donnez-nous vos sons préférés de lieutenant, qui ça qui peut back it up au top 50 en temps. En tout cas, go big up à lieutenant, d'être passé. C'était Specta et le dancehall Choice. On parle inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.